À toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et pour préparer la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On va aborder pas mal de sujets ce soir, que ce soit sur le marché crypto ou sur les marchés financiers traditionnels. On va aussi faire un bon gros point macro et microéconomique, sans oublier du fondamental. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. On va commencer ce soir par un premier point sur la macroéconomie. On a eu pas mal de résultats importants cette semaine, notamment du côté américain, avec les chiffres de l'inflation via les PCE, d'accord? Donc vous savez que le PCE, c'est les chiffres les mieux pondérés de l'inflation aux États-Unis. C'est eux qui ont le plus de poids dans les politiques monétaires et donc qui vont potentiellement aussi le plus faire bouger les marchés. Alors aux États-Unis, on voit que l'inflation elle continue de ralentir, mais trop lentement, pas de manière suffisante pour envisager une baisse des taux pour le moment. D'ailleurs, on l'a observé pour les probabilités, sur les probabilités pour les prochains FOMC. Pour le moment, les marchés anticipent toujours potentiellement, je dis bien potentiellement, une première baisse des taux seulement à partir du mois de juin. Moi, je vous ai expliqué que ce scénario-là, j'y croyais pas. Il y avait quand même peu de probabilité que la Fed prenne le risque de baisser ses taux une première fois avant l'été. Je pense qu'elle le fera plutôt à la rentrée, lors du FOMC du 18 septembre. Donc l'inflation, comme je vous le disais, ralentit, mais assez lentement. Alors, on continue de se diriger vers les 2%, qui est l'objectif principal de la Fed. Mais voilà, il y a encore du chemin, il y a encore du boulot. Et la problématique autour de ces chiffres d'inflation, c'est qu'on observe que dans certains secteurs, particulièrement dans le secteur tertiaire, le secteur des services, l'inflation a vraiment beaucoup de mal à ralentir. Ce qui pose un certain nombre de problématiques, bien justement, à la Banque centrale américaine, la Fed. Ok ? Ça, c'était du côté américain. On a eu aussi les résultats de l'inflation, mais cette fois-ci, non pas avec les chiffres PCE, mais avec les chiffres IPC, l'inflation en Europe. Alors là, en Europe, c'est encore moins bien. On a une inflation qui ne ralentit pas, ou quasiment pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on a eu un petit rebond de la croissance en Europe, pas dans toute l'Europe, mais dans certains pays européens, notamment en France. Et donc, ce petit rebond de croissance, cette petite reprise de l'activité économique, elle a empêché l'inflation de repartir plus bas. Ok? Donc attention, on se retrouve, nous, en Europe, dans une situation similaire à ce que les États-Unis avaient eu fin 2023, où on avait vu une reprise d'activité économique, on l'avait vu via les chiffres du PIB, et ce qui avait créé un petit rebond sur les chiffres de l'inflation, qu'on observe ici en jaune, d'ailleurs, sur la fin 2023, comme je vous le disais. On a eu des résultats un petit peu plus précis aussi dans chaque pays européen, avec notamment en Allemagne, on en a parlé cette semaine, mais là aussi, une inflation qui descend. Ok. Le problème en Allemagne, c'est que ils font face à d'autres problématiques. Je vous en ai déjà parlé, des problématiques économiques, puisqu'on est dans une phase très clairement de récession. On l'a vu d'ailleurs cette semaine sur pas mal d'indicateurs d'activité économique. Ça va vraiment très 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 mal en Allemagne. Donc là, c'est encore d'autres problématiques et donc forcément des défis d'autant plus importants pour l'Europe, qui voit un petit peu sa locomotive. L'Allemagne qui a été longtemps justement l'un des moteurs de l'Europe, se retrouver aujourd'hui dans une situation plus que compliqué. Ok ? Ça, c'était un petit peu d'un point de vue macroéconomique. D'un point de vue microéconomique, on n'a pas eu grand-chose cette semaine. Ça a été relativement calme. On n'avait pas de grosses publications de résultats. Mais on a eu quand même pas un petit peu de volatilité sur les marchés. Le dollar qui a été d'ailleurs très très indécis au vu des résultats macro qu'on a eu tout au long de la semaine, qui a par moments dévissé en bas, puis fait des petits excédents haussiers, mais sans vraiment prendre de direction. On sent vraiment une incertitude sur le cours du dollar, du marché, qui ne sait pas trop ce qui va se passer dans les prochaines semaines et qui prend, à l'image un petit peu de la Fed, les données macroéconomiques comme elles viennent. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément une tendance de fond qui se dégage pour le moment. Alors, sur du 4 heures, vous voyez qu'on est toujours plutôt dans une structure qui est baissière, mais attention à ça, attention aux indicateurs techniques qui peuvent un petit peu être inverses, qui peuvent être un petit peu opposés à des facteurs macroéconomiques et fondamentaux qui, moi, me font dire que potentiellement, on pourrait avoir un dollar plutôt haussier dans les prochaines semaines. Ce qui nous avait d'ailleurs, ce qui avait fait que d'ailleurs, on était rentré plutôt sur des positions vendeuses, je vous le rappelle, sur l'euro et sur la livre sterling, justement, face au dollar. Au-delà de ça, sur les indices américains,
Bon, il y a eu un petit peu de volatilité à nouveau cette semaine. On a vu le Dow Jones qui est bien venu rebondir sur cette zone des 38 800 points pour se rediriger vers les 39 000. Ça, c'était une analyse qu'on avait faite ensemble et qu'on avait travaillé. Le Nasdaq qui nous avait montré quelques petits signaux de faiblesse est finalement totalement reparti à la hausse. D'accord ? On avait envisagé, je dis bien envisagé hier après-midi pour ceux qui étaient présents, une position à la vente sur le Nasdaq. On a bien fait de s'abstenir, je vous ai laissé la position exprès pour vous montrer que voilà, ça avait bien fonctionné au début de la semaine, mais qu'hier on a bien fait de s'abstenir puisqu'avec les résultats qu'on a eu hier après-midi, les indices sont repartis très fort à la hausse et sont venus chercher de nouveau plus haut. Donc voilà, là aussi un petit peu de prudence, de vigilance qu'il faut garder parce qu'on a des marchés qui restent dans une très forte tendance haussière pour le moment. Même chose sur le S&P 500 qui clôture hier à plus de 5130 points. Sur les indices européens, c'est un petit peu différent, notamment sur le CAC qui est potentiellement en train de mettre en place, en train de constituer un top local en 4 heures. Vous le voyez, on a une sorte de double top là qui est en train de se dessiner. Alors attention, il va nous falloir des confirmations supplémentaires. Mais moi, il y a deux niveaux qui me paraissent assez intéressants à venir récupérer. Ça va être celui-ci et un petit peu en dessous aussi sur les 7650 points. D'accord ? Donc en gros, on va avoir une grosse zone là ici qui va être assez intéressante à récupérer selon moi. Maintenant, avant de rentrer en short, je vais attendre des confirmations supplémentaires qu'on verra probablement dès l'ouverture de Londres lundi. Mais une idée de position, ça pourrait être quelque chose comme ça. D'accord ? Après, attention, on a vu que le CAC ces dernières semaines et globalement ces derniers mois avait été boosté par des résultats microéconomiques très bons, des grosses capitalisations de l'économie française, Carrefour, Pernod Ricard, LVMH, qui ont tous publié de très bons résultats. Situation un petit peu similaire en Allemagne avec le DAX, qui lui aussi, sur cette fin de semaine, a montré quelques petits signaux de faiblesse, même si globalement, on reste dans une configuration tout à fait haussière. Pour le moment, il n'y a pas forcément de raison qu'on s'arrête, mais attention, on pourrait aussi revenir de tester le haut de ce porte-voix daily que je vous avais présenté et que je vous avais mis en évidence il y a plusieurs semaines maintenant, avant potentiellement de revisiter les 18 400 points. Ça, on le verra dans les prochains jours, mais en tout cas, pour le moment, pas de position sur ces indices. Le seul sur lequel on est exposé actuellement, c'est l'indice britannique, le FTSE, qu'on a décidé de short il y a maintenant bientôt 2 semaines. Alors position qui se passe bien, qui nous a permis de prendre un petit peu de profit et de faire des renforcements aussi de position à certains moments. Mais globalement, on reste encore loin de nos objectifs qui se situent sous les 7500 points. Enfin déjà au niveau des 7500 points et après pourquoi pas viser 7400. Ok ? Donc ça c'était pour la partie un petit peu... marché traditionnel. On va regarder ce qui se passe un petit peu des matières premières parce que là, il y a des choses très intéressantes à lire. Le gold, malgré que le dollar soit resté plutôt stable, nous a fait une envolée extraordinaire hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Généralement, ce genre de mouvement, ça intervient dans un contexte de stress sur le marché. Pourtant, si on regarde du côté du VIX, tout va bien. Pas de stress, pas d'inquiétude, c'est chill, voilà, très peu de volatilité, on a un VIX qui est au plus bas, et pourtant, grosse poussée du gold hier. Alors peut-être que je n'ai pas eu encore toutes les informations, je suis encore en train de checker, je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé, mais très surprenant, cette grosse poussée du gold. Je vous rappelle qu'on avait clôturé notre position à l'achat en milieu de semaine, justement aux alentours des 2037 points. Bah, clairement, si j'avais su, alors je sais, ça sert à rien de se dire ça, mais si j'avais su, je l'aurais très clairement laissé cette position parce que ça nous aurait permis de réaliser des performances encore meilleures, même si globalement sur la semaine, on s'en est bien sorti. Et puis sur le pétrole, même chose. Alors qu'on s'attendait à un retour plutôt sur les 75-50 pour aller chercher de l'achat, le pétrole qui met en place une très forte configuration, une très belle structure haussière en 4 heures, et là clairement qui est pour moi très bien parti pour aller chercher 80, 83, voire 87 dollars dans les prochaines semaines. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. Pour la semaine prochaine, on va avoir des choses très importantes à surveiller. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir notre cher Jérôme Powell qui va intervenir plusieurs fois dans la semaine, notamment mercredi et jeudi après-midi, d'accord ? Donc il faudra être très attentif à ça. Ce ne sera pas les seuls résultats, ok ? Lundi devrait être une journée plutôt calme. On aura les résultats des ventes de logements neufs aux États-Unis et un petit discours de Christine Lagarde.
Mardi, on aura les chiffres de la confiance. Ah merde, ça c'est cette semaine. Excusez-moi, je suis pas sur le bon. Lundi, journée calme, excusez-moi, on n'aura pas grand-chose. Mardi, on aura une grosse journée sur les PMI en Europe et aux États-Unis. D'accord? Donc ça sera évidemment des résultats, des catalyseurs macroéconomiques très importants pour les marchés. Et comme je vous le disais, à partir de mercredi, on va avoir notre cher Jérôme Powell qui va commencer à intervenir, qui va prendre la parole à 16h notamment. On aura aussi le rapport Joltz sur les nouvelles offres d'emploi, rapport très très important qui est surveillé par la Fed, qui recherche toujours un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, une détente dans le secteur de l'emploi aux États-Unis. Jeudi, on aura aussi des résultats importants du côté américain avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et une nouvelle prise de parole de notre cher Jérôme Powell. Et puis vendredi, on terminera en beauté avec la journée NFP, le rapport NFP aux États-Unis, vous savez, qui est aussi très important et qui pèse beaucoup dans les politiques monétaires de la Fed. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend. Beaucoup de volatilité à prévoir. Globalement, mes scénarios, mes positions, ça suit les grandes lignes directrices que je vous ai présentées ces derniers temps. Mais attention, il faut potentiellement se préparer à des bons retournements de situation au vu de ces différents catalyseurs. Évidemment, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord d'éventuelles prises de position. Pour le moment, on reste dans nos lignes directrices. Petit point sur les performances de la semaine qui ont été plutôt bonnes. Hop, je vous les montre à l'écran, je vous ai partagé les résultats tout à l'heure. Globalement, sur sur tous les services, on a été dans le vert cette semaine. Plus ou moins, selon les services et selon les actifs qu'on a tradés. Mais ça a été quand même plutôt positif. Pour finir cette vidéo, vous inquiétez pas, le live est loin d'être terminé. Après l'enregistrement de la vidéo, je resterai avec ceux qui sont sur le live. Pour finir cette vidéo, on va parler forcément du marché crypto. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement des shitcoins, puisque vous l'avez probablement vu, mais ce matin, les shitcoins se sont réveillés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est extrêmement simple. Étant donné les grosses performances que nous avons eues ces dernières semaines sur Bitcoin, les bénéfices qui ont été pris justement sur le BTC, je vous l'ai expliqué cette semaine, sont en train de ruisseler sur le reste du marché. Et donc, Ether en a profité un petit peu, les alts en ont profité un petit peu, et là, c'est les meme coins qui en profitent. Alors, est-ce qu'on va avoir une meme coin season? Moi, je ne pense pas. Je pense que là, on a des petites performances qui sont faites. On l'a vu, par exemple, avec le SHIB, qui nous a fait une très très belle poussée. On l'a vu aussi sur le Dogecoin, dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Mais on l'a vu aussi sur d'autres choses, comme le PEP, qui nous a fait des performances extraordinaires cette semaine. Là, je suis en 15 minutes, mais si on se met en vue 4 heures, ça va être d'autant plus facile à identifier. Ça a été le cas sur le WIF, le COC, etc. etc. D'accord? On a eu, il est là le WIF, on a eu de très très grosses performances sur les shitcoins. Alors, c'est un indicateur très intéressant. Pourquoi? Et c'est potentiellement un indicateur qui pourrait nous annoncer un petit top local sur le marché. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, généralement, dans un cycle haussier, les shitcoins, ce sont un petit peu les derniers à performer. On a d'abord un Bitcoin qui domine, qui drive le marché, qui concentre les capitaux, puis Ether prend le relais et ce qui emmène par la suite à une alt season, et enfin en général c'est les shitcoins qui performent. Là, le fait qu'on arrive à un stade de marché où ce sont justement les shitcoins qui arrivent à faire des grosses performances, ça peut être un indicateur de petit top local. Donc attention, attention, attention. Au-delà de ça, Bitcoin pour moi reste dans une configuration haussière pour le moment. D'ailleurs, sur du 15 minutes, je suis toujours dans l'attente qu'ils viennent récupérer ces highs ici aux alentours des 63 700, 63 800 $. Attention, on a un très gros mur vendeur sur cette zone qui nous attend et un petit peu plus haut aux alentours des 64 500 $. Pour moi, c'est une zone qui va être récupérée. On observe d'ailleurs que les whales, les institutionnels, sont toujours acheteurs de manière agressive sur le marché depuis plusieurs semaines. Mais on observe un petit changement de comportement, je trouve, du côté des retail, du côté des particuliers, qui commence un petit peu à FOMO. Là aussi, peut-être un indicateur qui peut nous indiquer un petit top local à court terme. Attention, ça ne veut pas dire que le marché ne va pas continuer de monter dans les prochains mois. Ça veut peut-être dire qu'à court terme, on va
revenir visiter les 60, 59, voire les 58 000 dollars. On sait que c'est des zones qui pourraient être intéressantes à venir récupérer, à revenir tester. Moi, je ne vous dis pas que je short. D'ailleurs, je suis plutôt toujours sur des trades intraday haussiers acheteurs pour justement venir récupérer ces niveaux-là sur BTC. Mais attention, je ne m'expose pas par contre sur de grosses unités de temps parce que je considère que peut-être on pourrait avoir un retournement de situation dans les prochains jours. Donc je reste très prudent, très vigilant et surtout très patient. C'est le maître mot actuellement sur le cours du BTC, sur le cours du Bitcoin, étant donné la situation. Sur Ether, on est venu chercher les targets que je vous avais annoncés à 3500 dollars, d'accord. D'ailleurs, j'ai repris une petite position à l'achat hier, c'était hier matin, hier après-midi, pardon, sur Ether, avec là aussi des objectifs haussiers. Alors, je vais sans doute reprendre cette position. Pourquoi? Parce que là, regardez, on est en train de recréer une petite zone de leak. Donc, c'est fort probable qu'en fait, je refasse une entrée lorsqu'on va venir récupérer ces niveaux-là. Alors, peut-être avec un SL plus serré, d'accord? Mais toujours les mêmes objectifs haussiers sur Ether, d'accord? Donc, en gros, l'idée, ça serait de venir chercher un petit swept à court terme de ce niveau-là et ensuite repartir vers le haut. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans le Discord si je prends cette position ou pas. Et puis sur les alts, même chose, il y a eu des choses très très intéressantes. Le JUP qui nous a refait de belles performances, que j'attends sur la zone des 56-57 centimes pour passer acheteur, d'accord, pour rentrer à l'achat. Il est venu récupérer les lots, on a cassé la résistance, la zone de polarité. Là, j'attends un retest pour repartir à l'achat, sachant que le JUP est bien porté par le Solana, d'accord, qui pour moi est très bien parti pour aller chercher les 200 dollars dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Attention, quand je vous dis tout ça, ce n'est pas un conseil en investissement, ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais, mais il y a vraiment de très 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 belles choses qui se passent en ce moment sur l'écosystème crypto. Moi, je vous avoue que je trade plutôt BTC et Ether. Les alts, je les ai un petit peu laissés de côté. En fait, je profite surtout des performances de mes bags spot sur les alts plutôt que d'essayer de les trader pour le moment. Sachant que je n'ai pas forcément eu tous les jours de très très beaux setups, de très belles configurations. Donc voilà, je profite de la montée des altcoins pour mes bags spot. Et puis par contre, je me concentre plutôt sur du trading intraday, sur BTC et Ethereum en ce moment. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les amis. La semaine prochaine, je vous ai partagé le programme des lives. Il y aura beaucoup de contenu encore une fois. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord pour ne rien manquer. Très important. Et samedi prochain, on fera une AMA dans le serveur Discord puisqu'on va avoir de grosses annonces à vous faire dans la semaine. Donc restez attentifs les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont sur les lives, encore une fois, ne bougez pas. On va rester ensemble et je vais répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très très bonne soirée et un très bon week-end. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.